J'ai conduit 6 heures pour le réveillon de Noël. Ils ont donné ma place à une voisine. Elle est seule cette année. Ma mère a dit, on s'est dit que tu pourrais très bien t'asseoir dans la cuisine. J'ai dit, bien sûr. Puis j'ai pris mon manteau et je suis parti. 30 minutes plus tard, ma sœur m'a envoyé un texto, waouh, tu ne supportes pas d'être ignoré, hein. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai gelé l'aide au remboursement hypothécaire et j'ai coupé le compte de streaming en plein milieu d'un film. Mais ce qu'ils ont écrit à 21h04 a tout changé. Il n'y a jamais rien eu dans ma vie de plus absurde que d'entendre mes propres parents me dire qu'ils ne voulaient pas de moi au dîner de Noël. Pas seulement au sens figuré, je veux dire littéralement, pas voulu, pas bienvenu, pas assez de chaises, pas assez de place, pas assez de moi. Ils ne l'ont pas dit comme ça, bien sûr. Ils l'ont fait sonner comme si je comprendrais, comme si c'était un sacrifice raisonnable. J'avais conduit 6 heures pour arriver là, j'étais coincé derrière 2 semi-remorques en portefeuille, j'avais écouté les mêmes 20 chansons en boucle sur une playlist à moitié fonctionnelle et je m'étais arrêté 2 fois pour un café de station-service qui avait le goût de vieux sous chaud. J'étais épuisé, mais Noël c'était Noël. On y va, même si on n'a plus l'impression d'une obligation que d'une tradition. J'ai franchi la porte d'entrée, j'ai posé mon sac, et ma mère m'attendait déjà là avec ce regard, comme si elle avait répété sa phrase toute la journée, alors, mon petit cœur, on a donné ta place à Madame Langford. Elle est seule cette année. J'ai cligné des yeux, j'ai pensé que j'avais peut-être mal entendu. Elle est assise avec nous à table. On s'est dit que tu pourrais très bien manger dans la cuisine. Ils l'ont dit comme si c'était noble, comme si je faisais quelque chose de gentil. Mais je savais ce que c'était. Madame Langford possède ce magasin de revêtements de sol à prix réduit dans 2 villes plus loin. Mes parents la tournaient autour depuis des mois, essayant de l'amadouer pour obtenir une bonne affaire sur un nouveau plancher en bois franc pour le salon. C'est ce que valait ma place, une réduction potentielle sur des planches et de la colle. Et le pire ? Madame Langford le savait. Elle était assise là à table, me regardant avec ce sourire coupable, comme si elle aussi ressentait à quel point c'était humiliant. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas lutté. J'ai juste dit, d'accord. Je me suis retourné et je suis ressorti par la porte d'entrée. Personne ne m'a suivi. J'ai conduit sans but pendant un moment avant de me retrouver devant chez Maya, ma cousine. Elle ne savait pas que j'arrivais, mais quand elle m'a vu debout sur son porche, elle a ouvert la porte sans poser de questions. Je me suis assis sur son canapé et j'ai regardé Piège de cristal tout en mangeant n'importe quelle pizza surgelée qu'elle avait dans son congélateur. À 20h30, j'ai reçu un message de ma sœur, « Waouh, tu ne supportes pas d'être ignoré, hein ?» C'est ce qu'elle a envoyé, comme si c'était une blague, comme si j'étais un gamin qui faisait une crise parce que je n'étais pas le centre de l'attention. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai regardé le solde pendant un moment. Puis j'ai gelé le paiement hypothécaire. Après ça, je suis allé dans mon compte Netflix, celui que nous utilisions tous, et je l'ai annulé. Disparu, les 5 profils, y compris celui que mon père avait étiqueté le grand chef. Mais la vraie chose qui m'a brisé s'est produite à 21h04, un texto du numéro de papa, signé par eux deux, on en a parlé. Tu as toujours été un échec. Tu gâches toutes les fêtes, tous les rassemblements. Nous n'avons plus besoin de toi. C'était ça. Net. Final. Je l'ai montré à Maya. Elle n'a rien dit, elle m'a juste tendu un verre. Et c'est là que quelque chose a changé. Pas de rage, pas de tristesse, juste de la clarté. Ils ne savaient pas ce que j'avais construit, ce que je possédais, ce sur quoi ils comptaient. Mais ils allaient le découvrir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas parce que j'étais blessé, honnêtement, ça s'est estompé quelque part entre le moment où Maya m'a tendu un verre et le moment où j'ai annulé leur compte Netflix, mais parce que je n'arrêtais pas de penser. Mon cerveau était devenu mécanique. Tout était froid, tranchant et méthodique. Je ne pensais pas au passé, je pensais à ce sur quoi ils s'appuyaient, à ce que j'avais construit, à ce qu'ils utilisaient, et à comment je pouvais tout reprendre. Au lever du soleil, j'étais assis à la table de la cuisine de Maya avec mon ordinateur portable ouvert et un café qu'elle avait préparé sans dire un mot. Elle savait, elle l'avait vu sur mon visage la nuit précédente. Elle n'a pas posé de questions. La première chose que j'ai faite a été de me connecter au back-end de l'entreprise que je dirige. Je l'ai lancé dans ma vingtaine, support technique et systèmes informatiques. D'abord juste local, maintenant national. Il n'avait aucune idée de son ampleur.
Ils pensaient que je réparais des imprimantes et configurais des emails. Mais la vérité est que la moitié des systèmes de leur maison sont pris en charge par des logiciels que mon entreprise gère. C'est moi qui ai tout installé, le Wi-Fi maillé, les serrures intelligentes, le système d'alarme, les sauvegardes de stockage en nuage, le tout sous mon compte professionnel, pas le leur. À 7h10, j'ai suspendu leur licence cloud. Cela tuerait leur réseau de caméras domestiques, les serrures de porte automatiques et le contrôle du thermostat. Terminé. Ensuite, je me suis connecté à notre forfait téléphonique familial. Je payais pour 5 lignes, la mienne, la leur et celle de ma sœur. Je n'ai pas annulé. Cela aurait été trop facile. J'ai transféré la propriété à eux, tout. S'ils ne l'acceptaient pas dans les 72 heures, les lignes seraient coupées. Ils se laissaient porter par moi depuis des années, discrètement, indirectement. À chaque fête, à chaque événement, c'était la même chose. J'arrivais avec mon ordinateur portable, je réparais ce qui était cassé, j'ajoutais de nouveaux outils, j'améliorais leur vie. Ils n'ont jamais dit merci, n'ont jamais demandé ce que cela coûtait. C'était attendu. Puis est venue l'hypothèque. Celle-ci a pris plus de temps. J'ai dû contacter directement le prêteur. Ils se souvenaient de moi, j'avais rendu service à l'un de leurs représentants avec une panne de serveur massive l'année dernière. J'ai expliqué que je voulais être retiré de l'accord de cosignature sur le refinancement de mes parents. Cela a déclenché un processus d'examen. Je savais qu'il ne serait plus admissible seul, plus maintenant, pas sans moi. Après ça, j'ai attaqué les petites choses. Le paiement de Hulu a été transféré. Le gestionnaire de mots de passe qu'ils utilisaient a désactivé leur accès. Mon Amazon Prime? Disparu. L'unité de stockage que je payais et qui contenait toutes les anciennes décorations de Noël et les outils vintage de mon père? Bail annulé. Je me suis adossé à ma chaise après quelques heures et j'ai finalement levé les yeux. Maya était sur le canapé avec son ordinateur portable, faisant défiler comme si elle faisait sa propre version de nettoyage. Elle a croisé mon regard et a fait un petit signe de tête. Ils ne sont pas habitués au monde sans toi, dit-elle. Cela m'a frappé parce que c'était vrai. Cet après-midi-là, j'ai reçu le premier message. Ma sœur encore, pourquoi les caméras de sécurité ne fonctionnent-elles pas? Je l'ai ignoré. Puis un de maman, la société hypothécaire a appelé. Est-ce que tu trafiques quelque chose? Tu dois réparer ça. Réparer. Toujours ce mot. En début de soirée, j'en ai reçu un de papa, juste une ligne, c'est infantile. Celui-là m'a fait rire. À 21h17, le fil Netflix a explosé avec 3 personnes essayant de comprendre pourquoi elles ne pouvaient pas se connecter. Je n'ai répondu à aucun de ces messages jusqu'à juste avant d'aller me coucher. Puis j'ai envoyé un seul message, vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de moi. Pas d'émoji, pas de ponctuation. Et j'ai éteint mon téléphone. Mais je n'avais pas fini, loin de là. Parce que ce que je ne leur avais pas encore dit, c'est combien de choses étaient liées à moi et que je n'avais pas fini de les couper les ponts, pas tant qu'ils ne le ressentiraient pas dans tous les coins de leur petite vie parfaite et soignée. Je m'attendais au silence. Je pensais qu'ils se retireraient dans cette petite bulle suffisante qu'ils avaient toujours utilisée quand quelqu'un perturbait l'équilibre, parlerait à huis clos, tordrait l'histoire à leur avantage, puis agirait comme s'ils étaient au-dessus de tout ça. Mais ils n'ont même pas duré une journée. Le matin, ils m'ont attaqué. À exactement 8h04, j'ai reçu le premier message, un texto de groupe de mes parents et de ma sœur. Papa a commencé, tu es dramatique. Grandis. Puis ma sœur, tu as toujours été l'outsider de toute façon. Pourquoi tu agis comme si tu étais surprise maintenant? Et maman, bien sûr, la cerise sur le gâteau, tu crois qu'on te doit quelque chose pour des choses qu'on ne t'a jamais demandé. Tu n'es pas un martyr, John. Arrête de te faire passer pour la victime. Je l'ai lu 3 fois, pas parce que ça faisait mal. Je ne pouvais juste pas croire qu'ils essayaient encore de faire comme si rien de tout ça n'était réel, que je n'existais pas en tant qu'épine dorsale de la moitié de leur vie. Alors je n'ai pas répondu. Je me suis connecté au portail d'administration de mon entreprise à la place. Mon entreprise n'a jamais été petite, systèmes informatiques, sécurité back-end, stockage en nuage, protocole de cybersécurité. Nous gérions tout, des salles de serveurs à la domotique pour les moyennes entreprises. Mais 2 de nos premiers clients étaient des membres de la famille, le cabinet comptable de mes parents et la clinique dentaire de mon oncle.
Je les avais intégrés à notre infrastructure quand je construisais encore l'entreprise, je leur ai donné un accès gratuit aux outils, j'ai fait toute la configuration moi-même. Je ne les ai jamais facturés, pas une seule fois. Ils appelaient ça aider la famille, j'appelais ça du travail non rémunéré. J'ai cliqué dans le système, j'ai ouvert les 2 profils de clients et je les ai reclassifiés comme comptes résiliés. Il ne s'agissait pas seulement des emails et des imprimantes. Je contrôlais tout leur système, leur pare-feu, leur protocole de mots de passe, leur mise à jour logicielle, même leur récupération de sauvegarde. Disparu en un seul clic. Je n'ai rien arrêté malicieusement, mais j'ai retiré les outils de mon entreprise. J'ai laissé un message dans leur tableau de bord d'administration, ce système a été maintenu gratuitement pendant plus d'une décennie. À compter d'aujourd'hui, votre compte a été fermé. Merci. À midi, mon téléphone a commencé à exploser, appels manqués de ma mère, de mon père, même de mon oncle. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Maya était assise de l'autre côté de la cuisine, me regardant tranquillement. Puis elle a reçu un appel. Ma mère essayait de la joindre maintenant. Elle a refusé l'appel. Nous sommes restés silencieux pendant un moment jusqu'à ce que Maya parle enfin. Ils n'ont jamais pensé que tu te défendrais. Ils ne sont pas en colère, ils ont peur. Elle n'avait pas tort. À 14h36, mon père a finalement craqué. Il a envoyé un message qui disait « Tu n'as jamais rien accompli. Tu crois que ça te rend puissant ? On t'a piégé. » Celui-là n'a pas piqué. Il m'a fait rire parce qu'il n'en avait aucune idée. Il n'avait aucune idée que je possédais la moitié des logiciels dont leur entreprise dépendait, que je négociais leurs contrats avec les fournisseurs, que les certificats de sécurité liés à leur domaine étaient achetés à mon nom. Ils n'ont jamais demandé comment quoi que ce soit fonctionnait. Ils s'attendaient juste à ce que ça fonctionne. Alors j'ai passé un autre appel, tranquillement, à un client de la mienne qui était spécialisé dans le support technique aux entreprises pour les clients moins préparés. Je lui ai dit qu'ils allaient le contacter bientôt. Je lui ai dit de les facturer au prix du marché, plus les frais de priorité. Rien de malicieux, juste du business. Puis j'ai fait une promenade avec Maya. Nous n'avions pas fait ça depuis des années. Nous avons fini près de cette vieille maison au bord du lac qui était notre lieu d'été d'enfance. Elle était la seule dans la famille qui n'avait jamais essayé de me manipuler ou de me culpabiliser. Elle a toujours gardé ses distances. Mais maintenant, elle s'est tournée vers moi et a dit quelque chose qui est resté. Ils m'ont traité comme si j'étais égoïste de vouloir être ma propre personne. Ils sont juste en colère que tu le fasses enfin, toi aussi. Quand nous sommes revenus, ma boîte de réception était inondée. Mon père, maintenant paniqué, avait envoyé des messages demandant des sauvegardes du système. Mon oncle avait écrit un message avec l'objet « Urge besoin d'aide pour restaurer l'accès au serveur ». Ma mère avait envoyé une série de mails expliquant qu'elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec leur plateforme comptable. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Au lieu de ça, j'ai appelé mon conseiller financier. Je lui ai dit de transférer mes avoirs dans une nouvelle fiducie, qui excluait explicitement mes parents et ma sœur de tout accès potentiel. Je n'allais plus financer leur avenir, surtout après ce qu'ils avaient dit. À 21h40, j'ai reçu un autre texto de ma sœur, j'espère que ça en valait la peine. Tu es seul maintenant. Je me suis tourné vers Maya et je l'ai lu à voix haute. Elle a juste secoué la tête. Non, il ne l'est pas. C'était la différence. Je n'étais pas seul. Eux l'étaient. Et ils commençaient à peine à le réaliser. Le matin, tout semblait plus calme, mais pas d'une manière paisible. Le silence avait du poids maintenant, comme une maison où les tuyaux ont éclaté derrière les murs, mais personne ne veut les ouvrir et regarder. Je n'ai même pas vérifié mon téléphone avant d'avoir bu mon café. Je savais déjà ce que j'allais trouver. Bien sûr, c'était là, un email de la réceptionniste de la clinique de mon oncle. Objet, nous sommes complètement bloqués, s'il vous plaît, aidez-nous. Elle n'a même pas essayé de faire comme si tout allait bien. Elle a dit qu'ils ne pouvaient pas accéder au dossier des patients, qu'ils ne pouvaient pas traiter les facturations et qu'ils étaient obligés de reporter les rendez-vous parce que leur système s'était éteint pendant la nuit. Pas de sauvegarde, pas de configuration alternative, rien. Elle a dit, nous pensions que tout était hébergé indépendamment. Nous ne savions pas que c'était tout toi. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré l'email à un collègue de confiance dans une entreprise informatique commerciale qui facture des tarifs réels et ne tolère pas les clients familiaux qui ne paient pas.
J'ai ajouté une note, ils auront besoin d'une récupération et d'une réinstallation complète du système. Facturé à votre tarif d'urgence standard. 2 heures plus tard, j'ai reçu une série de textos de ma mère. Le premier, parlons. Puis, nous ne le pensions pas. Nous avions bu. Nous étions stressés. Tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas pendant les fêtes. Cette phrase, tout le monde dit des choses, a sonné comme un écho pourri, parce que je me souvenais de chaque fois qu'ils avaient dit quelque chose de moche puis s'attendaient à être pardonnés juste parce que le temps avait passé. C'est comme ça qu'il fonctionnait, dire, nier, faire comme si c'était une blague, puis vous blâmer d'avoir retenu. Puis le message plus long est arrivé, celui qui lui a clairement pris quelques brouillons. Il ne s'agissait pas de ne pas vouloir de toi là-bas, nous essayons d'aider Madame Langford à se sentir incluse. Elle est importante pour nous, surtout maintenant qu'elle nous fait une bonne affaire sur le nouveau plancher. Nous pensions que tu comprendrais. C'était le moment, celui où tout est devenu réel. Ils ne l'ont pas nié, ils l'ont juste expliqué comme si ça avait du sens, comme si échanger avec moi pour un plancher en bois franc moins cher était une stratégie familiale raisonnable. Je l'ai lu à voix haute à Maya. Elle n'a même pas sourcillé, elle a juste dit, alors ta place valait 2 $ le pied carré. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire heureux. Je ne pouvais pas croire que j'avais jamais appelé ces gens les miens. Vers 2 heures de l'après-midi, mon père a appelé Maya. Il n'a même plus essayé de me joindre directement. Elle n'a pas répondu, mais il a laissé un message vocal, long, nerveux, décousu. Nous l'avons écouté sur haut-parleur. Il a dit qu'il ne réalisait pas à quel point l'infrastructure de l'entreprise dépendait de moi. Il a admis qu'il pensait que je me contentais de réparer des ordinateurs et qu'il ne réalisait pas que j'avais lié tout le back-end de leur entreprise à l'architecture de mon entreprise. Puis il a dit quelque chose qui m'a marqué. Nous pensions juste que tu aimais aider. Tu n'as jamais rien demandé, n'est-ce pas? Parce que si vous ne demandez jamais, ils n'ont pas à donner. Et si vous ne faites pas de bruit, ils vous appellent silencieux au lieu d'invisible. À 16h19, j'ai reçu un texto de ma cousine Ellie, la fille de mon oncle. Elle a dit qu'elle avait entendu ce qui s'était passé. Puis elle a lâché le vrai coup de pied. Ils essaient de faire croire que tu as détruit la famille. Ils m'ont dit de rester loin de toi, on dit que tu étais dangereux maintenant. Dangereux, comme si se défendre était une menace, comme s'ils avaient peur de ce que je pourrais dire ou, pire, de ce que je ne ferais plus pour eux. J'ai appelé Ellie. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a raconté des histoires qui faisaient paraître la mienne insignifiante, forcée de reprendre la clinique, d'épouser quelqu'un du cercle de leur église, de bien se conduire. Quand elle a refusé, ils l'ont appelée ingrate, on dit qu'elle jetait tout ce qu'ils avaient construit pour elle. Ça vous dit quelque chose? À la fin de l'appel, Ellie m'a dit qu'elle coupait les ponts avec eux aussi. Elle a dit qu'elle préférait tout reconstruire à partir de zéro plutôt que de leur devoir quoi que ce soit. Elle m'a dit qu'elle admirait ce que je faisais. Je ne savais pas comment répondre. Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant, pas dans cette famille. Ce soir-là, juste avant 22 heures, mon téléphone a vibré à nouveau. Ma sœur, est-ce que tu paies toujours mes frais de scolarité du printemps? Elle n'a même pas essayé de le cacher derrière une petite conversation. Je l'ai regardé pendant 1 minute, puis j'ai tapé le nom et j'ai appuyé sur envoyer. Je pouvais imaginer sa réaction, son visage s'affaisser, ses mains trembler, peut-être même courir vers notre mère avec le téléphone. Et je pouvais imaginer ce que ma mère dirait, il est juste dramatique. Il va finir par revenir. Mais cette fois, je ne revenais pas. Ce n'était pas une vengeance, c'était un rééquilibrage. Je ne leur enlevais rien qu'ils n'aient déjà jeté de côté. Je refusais juste d'être leur filet de sécurité pendant qu'ils mettaient le feu à la maison. À minuit, Maya et moi étions assises sur le porche, enveloppés dans de vieilles couvertures, ne disant pas grand-chose. Elle a rompu le silence la première. Ils vont venir ici. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Qu'ils viennent. Ils sont arrivés l'après-midi suivant. Je savais qu'ils viendraient, Maya le savait aussi. La seule question était de savoir combien de temps il faudrait avant que la fierté ne cède sous la panique. La sonnette a retenti juste après 14 heures. Je ne me suis pas levé, Maya l'a fait. Elle a ouvert la porte, ne les a pas invités à entrer. C'était ma mère, mon père et ma sœur debout là, comme s'ils faisaient une sorte de tournée des excuses, mais sans avoir trouvé la partie excuse. Je suis resté assis à la table de la cuisine. J'ai entendu ma mère demander s'ils pouvaient entrer.
Maya a dit qu'ils pouvaient rester sur le porche. C'était tout. Ils n'ont pas aimé ça. Mon père l'a dépassé quand même, est entré comme s'il était toujours le propriétaire des lieux. Ma mère a suivi, mais plus lentement. Ma sœur est restée au bord du porche, les bras croisés. Il a essayé de commencer par quelque chose de neutre. Tu as l'air fatigué, John. Je n'ai pas répondu. Ma mère a commencé son discours sur le fait que les familles se disputent, que Noël est stressant, que les choses avaient été sorties de leur contexte. Elle a dit qu'ils ne pensaient pas ce qu'ils avaient dit dans les messages, que c'était juste des paroles en l'air, qu'ils étaient embarrassés. Puis vint la phrase que j'attendais, nous avons besoin de toi. C'était ça. Pas d'excuses, juste besoin, comme si dire la vérité ouvertement allait réinitialiser le tableau, comme si en l'admettant, j'allais tout annuler. Je me suis levé. Maya s'est placée à mes côtés, et je l'ai dit clairement. Vous ne vouliez pas de moi. Vous l'avez clairement fait savoir. Vous avez dit que je gâchais tout. Mon père a essayé de couper, a commencé à dire quelque chose sur la chaleur du moment. J'ai continué. Vous avez utilisé ce que je vous ai donné, vous vous êtes attribué le mérite de ce que j'ai construit, et quand j'ai arrêté de donner, vous m'avez traité de dangereux, d'échec. Et maintenant, vous voulez le système en retour? Pas le soleil, ma sœur a finalement craqué. Alors tu coupes juste tout le monde à cause d'une seule nuit. J'ai ri, pour la première fois depuis des jours. C'était réel. Il ne s'agit pas d'une seule nuit, il s'agit de 20 ans. La voix de ma mère s'est brisée, mais je m'en fichais. Elle a dit quelque chose sur le fait que rien de tout ça n'était intentionnel et qu'ils essayaient juste de tirer le meilleur parti des fêtes et qu'ils ne savaient pas tout ce que j'avais fait. Ce dernier point, c'est ce qui a scellé le tout. Vous ne saviez pas parce que vous vous en fichiez. Ça fonctionnait, et c'était suffisant. Je leur ai dit de partir. Ils n'ont pas discuté, mais avant que mon père ne franchisse la porte, il a dit quelque chose qui ressemblait presque à une menace. Tu vas le regretter. La famille est tout ce que tu as. Et j'ai dit, non. Maya est ma famille. Ellie est ma famille. Vous n'êtes que des gens avec qui j'ai grandi. Après leur départ, j'ai vérifié mon téléphone. Un autre email était arrivé, cette fois de la société de prêt hypothécaire. Ils m'avaient officiellement retiré des documents de cosignature. Mes parents étaient désormais entièrement responsables de leur paiement, et à en juger par les taux et la perte de ma cote de crédit dans l'opération, ils allaient avoir beaucoup de mal à suivre. À 20h17, ma sœur a envoyé un texto une dernière fois. Tu as toujours été jaloux de la proximité que nous avions. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré le message à Ellie. Elle a répondu 1 minute plus tard. Fou. Est-ce qu'il s'écoute même parler? Puis elle a ajouté, je viens ce week-end. Nous devons parler. J'ai une idée. Les pièces bougeaient, le cercle se déplaçait, et ceux qui avaient toujours été si sûrs de leur contrôle étaient maintenant complètement exposés, pas de technologie pour se cacher derrière, pas d'argent que je leur avais viré, pas de sécurité que j'avais maintenue discrètement, juste eux dans leur grande maison seuls, payant le plein prix pour tout ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir gratuitement. Et c'était le but, pas de les détruire, juste de leur montrer ce que ça fait de se tenir debout seul. Ellie est arrivée samedi juste avant midi, tenant 2 cafés et un dossier sous le bras. Elle n'a pas pris la peine de frapper, Maya lui avait déjà dit d'entrer. Elle a regardé autour d'elle, a souri comme si elle n'avait pas pu respirer toute la semaine et a déposé le dossier sur la table de la cuisine. C'est tout, dit-elle. Des emails, des messages, même des captures d'écran que je collectionne depuis des années. Je l'ai ouvert lentement, m'attendant à du drame, mais ce que j'ai vu était pire, manipulation froide, menace voilée de mon oncle de la déshériter, tentative de mon père de la faire virer d'un emploi qu'elle avait accepté dans un cabinet qu'il n'approuvait pas. C'était comme lire ma propre histoire, juste avec des noms différents et une saveur de trahison légèrement différente. Ils ont fait ça à chacun de nous, dit-elle, juste de différentes manières. J'ai toujours été la plus obéissante, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Elle a levé les yeux vers moi alors. Je veux sortir. Pas seulement émotionnellement, légalement. Je veux commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne soit pas lié à eux. Je veux que tu sois dedans. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis contenté de fixer le dossier. Il s'était écoulé des jours depuis que mes parents avaient quitté le Porsche de ma cousine, et je n'avais pas entendu un mot depuis, pas de nouveaux appels, pas de nouveaux messages, silence. Mais ce n'était pas la paix, c'était le regroupement.
Je les connaissais assez bien pour savoir qu'ils planifiaient le prochain coup, peut-être contacter des amis de la famille, peut-être essayer de tordre le récit. Maya a pris la parole. Nous pourrions transformer ça en quelque chose, nous trois. Tu as la technologie, Ellie a la gestion, je connais le marketing. Laissons-leur les restes. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à ma maison d'enfance, pas pour me réconcilier, pour fermer la porte correctement. La maison semblait plus petite. Je me suis garé devant et suis resté assis là pendant 5 minutes avant de sortir. Mon père a ouvert la porte. Ma mère se tenait derrière lui, comme si elle attendait d'évaluer mon humeur. Ma sœur était introuvable. Je suis entré sans dire un mot et je me suis tenu dans le salon, en scannant les mêmes meubles qui faisaient partie de ma vie. Maintenant, ça ressemblait à un décor de scène pour quelque chose de faux. Je suis venu vous remercier, ai-je dit. Ils avaient l'air confus. Merci de m'avoir rappelé qui vous êtes vraiment, de m'avoir poussé assez loin pour le voir. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, et elle a tendu la main, mais j'ai reculé. Vous n'avez pas le droit de pleurer et de garder les avantages. Mon père a essayé de parler, mais je me fichais de ce qu'il avait à dire. Je les ai regardés tous les deux. Vous m'avez fait me sentir comme un bouche-trou toute ma vie. Vous n'avez appelé ça de l'amour que lorsque c'était pratique. Maintenant, c'est à votre tour de comprendre qui vous êtes sans que je répare tout dans les coulisses. Je suis sorti. Maya attendait dans la voiture. Ellie a envoyé un texto juste au moment où j'attachais ma ceinture. Nous construisons ça, et nous les laissons derrière nous. Et nous l'avons fait. Dans les mois qui ont suivi, nous avons lancé un nouveau cabinet, entièrement indépendant. Chaque jour était une sorte de guérison tranquille. Il n'y avait pas de grands discours, pas de grandes explosions finales, juste de la distance et de la clarté. Mes parents ont vendu la maison moins d'1 an plus tard. L'hypothèque les avait rattrapés. Ma sœur a abandonné l'université. Ils ont essayé de me contacter à nouveau, mais à ce moment-là, j'étais ailleurs, quelque part de réel. Ils n'étaient pas des méchants, c'étaient juste des gens égoïstes et mesquins qui croyaient que l'amour était un levier. Et maintenant, ils étaient seuls, comme ils avaient voulu que je le sois ce réveillon de Noël. Seule différence ? Je n'ai pas fini seul. Eux, si. La mise à jour, quelques mois après le lancement de notre nouveau cabinet, quelque chose de totalement inattendu a atterri sur mon bureau, des excuses écrites de notre ancienne voisine, Madame Langford. Elle avait regardé en coulisses, et apparemment, au moment où elle a vu notre start-up gagner du terrain dans un magazine technologique régional, elle a réalisé ce que nous avions fait et ce que mes parents avaient essayé de dissimuler. Elle s'était toujours sentie mal à l'aise ce réveillon de Noël, et maintenant elle voulait assumer ce moment. Son message était sincère, écrit à la main, une rareté de nos jours. Elle a écrit qu'elle s'était sentie comme un pion dans leur stratagème, s'est excusée de se tenir à leur table alors que je n'étais pas le bienvenu, et le plus étrange de tout, a offert de recommander notre nouvelle entreprise à tous ses clients contractuels. Elle a signé, pas seul ce Noël. J'en ai parlé à Maya et Ellie, et nous avons ri, pas par moquerie, mais par soulagement qu'une personne ait vu la vérité et ait décidé de faire quelque chose d'honnête. Ça n'a pas défait le passé, mais c'était un petit cadeau. La mise à jour n'a pas frappé mes parents ou ma sœur dans les gros titres. Ils avaient leurs propres problèmes maintenant et appelaient rarement. Mais dans cette enveloppe, coincée entre la note de remerciement et une liste de recommandations de toiture Collins, il y avait une seule carte de Noël sans nom à l'intérieur, juste un dessin d'un pain et les mots « L'année prochaine », pas de troc de meubles. J'ai souri à ça, puis je l'ai glissé dans le tiroir de mon bureau à côté d'une photo de moi, Maya et Ellie le jour du lancement, souriant comme si nous avions déjà gagné. Il s'avère que, parfois, l'allié inattendu n'est pas celui que vous avez sauvé, c'est celui qui se souvient de vous en silence quand personne d'autre ne le fait.